Mon nom est Julia Smith et je vais lire le chapitre Éducation. Le travail des enfants consistait essentiellement à mémoriser la matière. Le chapitre est l'expérience des pensionnats. L'expérience des pensionnats. Éducation. Le travail des enfants consistait essentiellement à mémoriser la matière. En tant qu'établissement d'enseignement, les pensionnats ont été un échec et ont été régulièrement jugés comme tels. En 1923, R.B. Héron, ancien directeur de l'école industrielle de Regina, présente un document devant une assemblée de presbytères de l'Église presbytérienne de Regina, dans lequel il critique vertement le système des pensionnats. Il affirme que les parents, généralement désireux de voir leurs enfants éduqués, se plaignaient que ceux-ci ne passent pas l'essentiel de leur temps à étudier, mais plutôt à effectuer des travaux qui génèrent des revenus pour l'établissement et ne sont pas assez éduqués à leur retour dans les réserves pour exercer un travail somme toute courant, étant à peine capables d'écrire une lettre lisible. De fait, le taux de réussite des pensionnats ne s'améliorait pas. Chaque année, entre 1940-1941 et 1959-1960, 41,3% des élèves inscrits en première année ne passaient pas en deuxième année et à peine la moitié de ceux qui passaient en deuxième année atteignaient la sixième année. Nombreux étaient les directeurs et les enseignants qui n'attendaient pas grand-chose de leurs élèves. R. Baudin, directeur du pensionnat de Wikwemikong en Ontario, écrit en 1983 « Ce que nous pouvons raisonnablement attendre de la généralité des enfants n'est certainement pas d'en faire des gens très instruits. Quelque bons et moraux qu'ils soient, ils manquent de haute capacité intellectuelle. Selon lui, il ne fallait pas attendre d'eux qu'ils soient égaux sous tous les rapports à leurs frères blancs. » Un inspecteur scolaire du gouvernement de la Saskatchewan, dans un rapport rédigé en 1928 au sujet de l'école anglicane d'Onion Lake, fait part de sa conviction selon laquelle les concepts arithmétiques abstraits prennent du temps à être compris par un enfant indien. D'aucuns croyaient qu'il était risqué de donner trop d'éducation aux élèves. Le directeur du pensionnat Mount Elgin, S.R. McVitie, écrit en 1928 que le travail en classe représente certes un volet important de notre formation, mais il est loin d'être le plus important, ajoutant que, dans le cas des Indiens, il est risqué de trop les éduquer. Ainsi, le travail en classe se résumait à répéter sans cesse la même matière. Un rapport de 1915 sur l'école catholique romaine dans la réserve des gens du sang, en Alberta, révèle que le travail des enfants consistait essentiellement à mémoriser la matière et ne semblait développer aucune capacité de déduction, un peu à la façon d'un perroquet et sans aucune expression. Un rapport d'inspecteur de 1932 sur le pensionnat de Grayson, en Saskatchewan, laisse entendre que la situation n'avait guère évolué. L'enseignement dont j'ai été témoin aujourd'hui se résumait à demander aux enfants de mémoriser et de répéter une panoplie de faits sans aucune signification pour eux. Les salles de classe étaient souvent extrêmement surpeuplées. Au pensionnat de Capel, en 1911, la sœur McGurk enseignait à 75 filles dans sa salle de classe de premier cycle, une situation quasi invivable de l'avis de l'inspecteur des écoles catholiques romaines dans un rapport à l'intention du gouvernement à Ottawa. En 1915, 2 enseignants étaient responsables de 120 élèves à l'Institut Kokalitsa à Chilliwack, en Colombie-Britannique. En 1928, on comptait 60 élèves dans la classe de premier cycle du pensionnat d'Alberni en Colombie-Britannique. La direction générale des écoles du ministère des Affaires indiennes soutenait que les directeurs et le personnel des écoles étaient nommés par les autorités de l'Église sous réserve de l'approbation de leur qualification par le ministère. En réalité, les églises embauchaient le personnel qui était automatiquement approuvé par le gouvernement. Les églises accordaient une plus grande priorité à la piété des candidats qu'à leurs compétences en enseignement. Ces postes étant très peu rémunérés, un grand nombre d'enseignants n'avaient aucune compétence pour enseigner. En 1908, F.H. Paget, inspecteur pour les affaires indiennes,
rapporte que les changements fréquents du personnel au pensionnat de Battleford ont des répercussions négatives sur l'établissement. Le problème ne résidait pas tant dans la direction des établissements que dans le fait que des emplois mieux rémunérés étaient offerts dans le district et que les salaires n'étaient pas aussi élevés que celui versé dans d'autres écoles publiques. Lorsqu'un agent des Indiens de la Colombie-Britannique a recommandé que les écoles soient tenues de n'embaucher que du personnel qualifié, son supérieur, le surintendant des Indiens de la Colombie-Britannique, A.W. Vowell, lui a répondu qu'une telle exigence obligerait les églises à demander des subventions plus élevées. Or, de la manière dont Vowell comprenait la situation, les affaires indiennes ne souhaitent pas pour l'heure recevoir des demandes de subventions plus élevées pour les pensionnats indiens et les écoles industrielles. En 1955, c'est-à-dire 23% des 241 enseignants travaillant dans les pensionnats et directement employés par les affaires indiennes n'étaient pas titulaires d'un certificat en enseignement. En 1969, les affaires indiennes indiquaient qu'elles rémunéraient toujours leurs enseignants à un salaire inférieur à celui offert dans les écoles provinciales. Par voie de conséquence, il y a approximativement le même nombre d'enseignants non qualifiés, quelques 140, dans les écoles fédérales, pensionnats et autres, aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pour certains directeurs, l'enseignement religieux était l'enseignement le plus précieux offert par les écoles. En 1903, le directeur T. Ferrier de Brandon, au Manitoba, écrit que s'il est important d'instruire l'enfant sauvage, il importe encore plus de former son caractère. De l'avis de Ferrier, il fallait accorder une importance aussi grande à l'enseignement religieux pour combattre les tendances mauvaises du caractère indien. Louise Moine se rappelle que l'instruction et l'observance religieuse faisaient constamment partie de la vie au pensionnat de Qu'Appelle au début du 20e siècle. Dès le moment où on sortait du lit au son de la cloche, on s'agenouillait pour prier. Après s'être lavé et habillé, on se dirigeait vers la chapelle pour assister à la messe basse qui débutait tous les matins à 7 heures. Selon le manuel de l'employé de l'école presbytérienne à Kenora dans les années 1940, l'on s'attendait à ce que la majorité des élèves retournent dans leur réserve indienne natale à leur départ de l'école. Comme s'il s'agissait là des seules perspectives d'avenir envisagées, le membre du personnel se faisait dire que la meilleure préparation que nous pouvons leur donner est de leur enseigner un mode de vie chrétien. Il n'est donc pas surprenant que la majorité de ceux qui réussissaient leurs études poursuivent une carrière au sein de l'Église. Peter Kelly, diplômé de l'Institut Kokalitsa, a été ordonné prêtre au sein de l'Église méthodiste. Edward Aenaku, diplômé du Collège Emmanuel, est devenu un prêtre anglican. D'autres ont travaillé pour le gouvernement ou sont devenus enseignants. Daniel Kennedy, diplômé du pensionnat de Qu'Appelle, a poursuivi sa carrière à titre d'interprète et d'adjoint général pour l'agence indienne d'Assiniboine. Joseph Dion, diplômé du pensionnat d'Onion Lake, a exercé la profession d'enseignant pendant de nombreuses années en Saskatchewan. Contre vents et marées, d'autres ont poursuivi une carrière dans le domaine des affaires ou à titre de professionnel. À la fin de ses études à l'Institut Mohawk, Beverly Johnson s'est inscrit au Collège Helmut à London, en Ontario, où il s'est distingué dans les sports et le théâtre. Il a ensuite travaillé pour la New York Life Insurance Company en Pennsylvanie. N.E. Lickers, diplômé de l'Institut Mohawk, a été admis au barreau en 1938 et a été décrit par le Brantford Expositor comme le premier avocat indien de l'Ontario. Ces exemples de réussite sont d'autant plus dignes de mention que peu d'encouragement était offert aux élèves qui souhaitaient pousser plus loin leur éducation. Olivier Martin, qui a été élevé dans la réserve des 6 Nations en Ontario et allait devenir juge en Ontario, se rappelle s'être fait dire ce qui suit par le sous-ministre des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott. Ouverture des guillemets. « C'est inutile d'envoyer les Indiens à l'école puisque vous retournez quand même à la réserve. » Fermeture des guillemets. Pour nombre d'étudiants, la vie en classe ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient connu et leur causait un véritable choc. David Charleston, au sujet de l'embrigadement au pensionnat Christie en Colombie-Britannique, se rappelle qu'il avait trouvé cela si déconcertant qu'il ne voulait jamais apprendre. « Je me suis renfermé dans ma coquille, j'ai dû faire ma maternelle 2 fois à la suite de ce qui m'était arrivé. Je ne voulais pas apprendre. »
Au pensionnat de Birtle, au Manitoba, Isabelle Whitford se rappelle qu'elle avait eu de la difficulté à s'adapter à la nouvelle langue et à la discipline en classe. Chaque fois que je ne donnais pas la bonne réponse, vous savez, elle me tirait les oreilles et me secouait la tête. Betty Olson décrit le travail en classe au pensionnat de Prince Albert, en Saskatchewan, comme un supplice. J'avais toujours une note de 30 ou 40 en orthographe. J'étais dans les plus faibles. Il m'arrivait, lorsqu'on faisait de l'orthographe, de paralyser complètement, de ne pas être capable de bouger. Je ne faisais que gribouiller parce que je n'arrivais pas à bouger la main. Léona Agawa ne s'est jamais sentie à l'aise dans la salle de classe du pensionnat de Spanish, en Ontario, se sentant la plupart du temps effrayée ou intimidée. J'entendais mon nom, mais je ne pouvais jamais répondre. Je me levais, mais je n'arrivais pas à donner la réponse à ce qui était demandé, et il me disait de me rasseoir. Je recevais une bonne gifle après mon départ, parce que je n'avais pas été une bonne élève. À partir des années 1920, les Affaires indiennes ont exigé des pensionnats qu'ils appliquent un programme pédagogique provincial. Le ministère avait également demandé aux gouvernements provinciaux d'envoyer leurs inspecteurs scolaires inspecter ces pensionnats. Le bien fondé de cette pratique a été remis en question pendant les audiences tenues par le comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes dans le cadre de son enquête sur la loi des Indiens dans les années 1940. Andrew Moore, un inspecteur d'école secondaire pour la province du Manitoba, a affirmé aux membres du comité que les Affaires indiennes assumaient l'entière responsabilité de tous les aspects de l'éducation des membres des Premières Nations, ce qui englobait le programme pédagogique, précisant que les ministères de l'Éducation provinciaux, y compris celui pour lequel il travaillait, n'est pas organisé pour ce travail et il n'est pas non plus intéressé aux écoles indiennes. En 1963, D.W. Hepburn, ancien directeur de l'École fédérale à Inuvik, publie un article au titre incendiaire, ouverture des guillemets, Northern Education, Facet for Failure, l'éducation dans le Nord ou l'art de dissimuler un échec, dans lequel il soutient que l'éducation offerte dans les nouvelles écoles fédérales est, ouverture des guillemets, totalement inadéquate. Les raisons de cet échec sont claires. Les objectifs du ministère sont profondément confus, le programme pédagogique est inadapté et plusieurs pratiques actuelles du système sont non seulement mal conçues, mais carrément dangereuses. Fermeture des guillemets. Bien que 60% des élèves de l'école d'Inuvik étaient inscrits aux 3 premières années du primaire, peu d'enseignants possédaient une quelconque expérience en enseignement primaire et, ouverture des guillemets, virtuellement aucun d'entre eux n'a reçu et ne recevra une formation spéciale en éducation des Indiens de la part du ministère. Fermeture des guillemets. À leur sortie de l'école, les élèves, ouverture des guillemets, non seulement ne possèdent pas les compétences requises pour exercer la plupart des emplois salariés permanents, mais également les compétences nécessaires pour l'économie traditionnelle. Fermeture des guillemets. La décision de laisser au ministère de l'Éducation provinciaux la responsabilité des programmes pédagogiques signifiait que les élèves autochtones étaient soumis à une éducation qui dénigrait leur histoire, faisait fi de la situation qui était la leur à l'époque et ne les reconnaissait pas, eux et leurs familles, comme des citoyens à part entière. C'est l'une des raisons qui explique la montée de l'hostilité des Autochtones envers la politique d'intégration des affaires indiennes. Un examen du traitement réservé aux Autochtones dans les manuels approuvés par les gouvernements provinciaux met au jour un problème grave et profondément enraciné. En réponse à une recommandation de 1956 en faveur de manuels qui seraient pertinents pour les élèves autochtones, un représentant des affaires indiennes, R.F. Davy, rétorque, ouverture des guillemets, la préparation des manuels scolaires est une question des plus pointues, fermeture des guillemets. Il est d'avis que, ouverture des guillemets, il y a d'autres besoins qui peuvent être satisfaits plus facilement auxquels il faut accorder la priorité, fermeture des guillemets. Dans les années qui ont suivi, les évaluations des manuels scolaires dans les écoles publiques ont révélé qu'ils perpétuaient des stéréotypes racistes à l'égard des Autochtones. Une étude réalisée en 1968 dévoilait que dans certains manuels, le mot « squaw » était utilisé pour désigner les femmes autochtones et l'expression entre guillemets « peau rouge » était utilisée pour désigner le peuple autochtone en général. De l'avis des élèves, le programme pédagogique dénigrait leur patrimoine. Selon Mary Kurchen,
ouverture des guillemets. Leur unique mandat était de christianiser et de civiliser, et c'était écrit noir sur blanc. Ils nous le rappelaient jour après jour après jour. Fermeture des guillemets. Lorna Cochrane n'a jamais pu oublier une illustration qu'elle avait vue dans un manuel d'études sociales. Ouverture des guillemets. On voyait 2 jésuites étendus dans la neige, assassinés par ces 2 sauvages. Ils avaient sur leur visage ce que l'on appelle une expression à glacer le sang. C'est le souvenir que j'ai de cette illustration. Fermeture des guillemets. Lorsque le programme pédagogique n'était pas raciste, il était déconcertant et aliénant. Nombreux étaient les élèves qui ne pouvaient s'identifier au contenu des manuels scolaires. Par exemple, Lillian Elias se souvient que, ouverture des guillemets, lorsque je regardais Dick et Jane, je croyais qu'ils étaient au paradis à cause des grandes étendues d'herbes vertes. C'est tout ce que je savais de Dick et Jane. Fermeture des guillemets. Certains élèves ont mentionné que l'éducation limitée qu'ils avaient reçue dans les pensionnats s'était révélée dans toute son ampleur à leur entrée dans le système scolaire public. Plusieurs ont affirmé que personne ne s'attendait à ce qu'ils réussissent. Walter Jones n'a jamais oublié la réponse qu'un autre élève au pensionnat d'Alberni, en Colombie-Britannique, a reçue lorsqu'il a demandé s'il pourrait être admis en 12e année. Ouverture des guillemets. Le superviseur lui a dit « Tu n'as pas besoin de te rendre aussi loin. Les gens de votre peuple n'étudieront jamais pour devenir des travailleurs professionnels, peu importe que ce soit avocat, médecin ou électricien, rien qui nécessite d'aller à l'école. » Fermeture des guillemets. Certaines écoles dans le Nord s'étaient malgré tout taillées de bonne réputation au chapitre de la réussite scolaire, au nombre desquelles le Collège Grandin à Fort Smith, initialement mis sur pied pour recruter des jeunes destinés au ministère catholique. La nomination subséquente d'un nouveau directeur, Jean Pochat, a toutefois entraîné une nouvelle orientation au sein de l'établissement vers une formation en leadership à l'intention des jeunes hommes et jeunes femmes. Cette institution allait par la suite être reconnue comme une, ouverture des guillemets, usine de leaders, fermeture des guillemets, d'où sortiraient plusieurs des chefs gouvernementaux à venir pour le Nord. Des élèves inscrits au Churchill Vocational Center parlent de l'enseignement qu'ils ont reçu de la part d'enseignants ouverts d'esprit qui trouvaient important de les exposer aux changements sociaux et politiques ayant cours dans le monde entier dans les années 1960. John Amagwalik écrit qu'au Churchill Vocational Center, ouverture des guillemets, on avait d'excellents enseignants. Nous parlons encore d'eux aujourd'hui. Ils nous traitaient comme des gens ordinaires, ce qui ne nous était jamais arrivé. C'était dans un sens libérateur d'être avec de nouveaux enseignants qui nous traitaient sur un pied d'égalité. Fermeture des guillemets. David Simailak explique en quoi le temps qu'il a passé dans un pensionnat lui a ouvert la porte à une gamme de nouvelles perspectives d'avenir et garde de bons souvenirs de cette époque, notamment qu'il excellait lors des concours de mathématiques et d'orthographe et qu'il a envoyé jusqu'à Montréal pour visiter l'exposition universelle de 1967. Certains se souviennent avec gratitude d'enseignants qui les ont marqués. Lorsque Roddy Souzay vivait au pensionnat, il était inscrit à une école publique locale. Il attribue son désir de réussite au directeur de l'école publique secondaire de Ponoka, en Alberta. Pour Martha Loon, inscrite à l'école de Poplar Hill, en Ontario, dans les années 1980, ce sont les membres du personnel avec qui elle s'était liée d'amitié et qui l'ont aidée, elle, ainsi que ses frères et sœurs, dont elle se souvient, et en particulier une, à qui elle pouvait raconter tous ses problèmes. Ouverture de guillemets. Je pouvais tout lui dire. Parfois, on partait se promener toutes les deux et je pouvais lui dire n'importe quoi sans qu'elle n'en dise rien aux autres membres du personnel. D'une certaine façon, vous savez, cela m'a permis d'exprimer mes frustrations et d'extérioriser les choses que je n'aimais pas. Fermeture des guillemets. D'autres élèves étaient capables de se concentrer sur leurs études. Frederick Ernest Coe, inscrit au pensionnat de Stringer Hall à Inuvik, affirme qu'il consacrait toutes ses énergies à son travail scolaire. On développait, ouverture des guillemets, on développait une forme de mécanisme de protection, une carapace. On évitait de dénoncer les autres, on se comportait convenablement, on suivait les règles et tout se passait bien. Fermeture des guillemets. Madeleine Dion Stout, malgré sa réussite scolaire au pensionnat de Blue Kills, n'attribue pas ses bons résultats à l'école. Ouverture des guillemets.
Ce n'est pas le pensionnat qui a fait de moi une bonne élève. Ce sont mes valeurs fondamentales et les bons modèles que j'avais eus avant d'aller au pensionnat. Je pense à mon grand-père, à mes parents et à tous les aînés qui vivaient dans la réserve où j'ai grandi, qui ont fait de moi une bonne élève.